C'est bien ça. C'est une nouvelle application qui est sortie récemment sur le marché. Elle pourrait ressembler à toutes les autres applications, parce que en fait, ça vient de me prévenir que j'ai terminé mon sport. J'ai fait la performance que j'avais prévue. Vous savez, il y en a des tas des applications comme ça. Enfin, en fait non, il n'y en a qu'une seule comme ça. Parce que celle-là, elle vous permet de suivre votre activité physique. Mais surtout, là où elle est utile, c'est qu'une fois votre activité physique suivie, elle va s'adresser à vous qui êtes un malade. En l'occurrence, j'ai un diabète. Pas pratique le diabète. Puis moi je connais pas très bien cette maladie. Mon médecin il la connaît. Moi je connais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que là, bon, j'ai couru. Et maintenant, l'application, elle me pose une petite question. Voilà. Donc, moi j'ai fait ma course. Je réponds à la petite question. Donc je réponds à la petite question, je me plante. Bon, j'ai le droit à la petite explication, que vous voyez très bien. Et ok, c'est bon pour aujourd'hui. Quelques jours plus tard, je vais refaire mon activité physique. Bon, je fais mon sport, j'ai terminé ma séance. Et là, l'application, elle me dit, c'est cool. Puis quand je l'ai sorti, c'est juste avant le repas que je fais ça. J'ai l'application qui va me demander mon taux de glycémie. Ok, enfin ma glycémie. Je rentre ma glycémie, c'est cool. Enfin, comme ça j'y pense. Sauf que c'est pas ça. Bon, c'est vrai. Donc normalement, je rentre ma glycémie. On me demande est-ce que je prends l'insuline ou pas. Là, je dis que je prends l'insuline. L'application, elle va me dire c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire, c'est le bon comportement. On va me faire gagner des points. Bon, ok, ça va être tout. Je change l'application. Quelques jours plus tard, même chose. Et quelques jours après, même chose. Et moi, au début, comme j'étais pas très à l'aise avec ma maladie, je suis jeune, en plus, j'aime pas trop avoir le bon comportement, parce que voilà, je sors avec des potes, on va manger, ça fait un peu bizarre de sortir son appareil pour sa glycémie et son insuline. Mais à quoi elle sert cette application, vous allez me dire? Là, on m'a posé 3 questions, là, j'ai dit on a gagné des points. C'est quoi cette histoire? Et bien cette histoire, c'est qu'on va ajouter du jeu dans le comportement de la maladie. On va essayer de dédramatiser la prise des médicaments. Alors là, j'ai parlé du diabète, mais c'est pas que pour le diabète. J'ai un ami, il est allergique, mais c'est pas une très grosse allergie, mais ça fait éternuer tout le temps. Mais ça le saoule de prendre des médicaments tous les jours. C'est qu'un médicament, vous me direz, mais c'est que des éternuements aussi, pour lui. Mais là, il a pris l'application aussi. Et avec l'application, il fait son petit truc, il se dit, ça me fait penser, ça lui envoie une notification, je prends le médicament, j'ai le bon comportement, je gagne des points. Et au fil du temps, on finit par oublier qu'au début, on était réfractaire, on gagne des points. Il y a des petits jeux dedans, il y a des questions, il y a des réponses qui vont nous être apportées quand on n'a pas les bonnes solutions. Et dedans, il y a un petit personnage. Au bout d'un certain temps qu'on a passé à utiliser l'application correctement, on va gagner des petits cadeaux, des petits jeux. Et au fur et à mesure du temps, on va finir par oublier que c'était contraignant. Ce sera toujours, mais on ne s'en rendra pas forcément compte. Parce qu'il y aura une mécanique qui est là, qui va nous distraire de la maladie, qui va nous pousser à avoir le comportement sans forcément penser à sa répétitivité tous les jours. Une application qui va aussi avoir des effets, des effets de bord. Je lui ai dit, c'est quand la dernière fois que j'ai été voir mon médecin général. Moi, je ne sais pas, vous savez quand est-ce que, tous les combien on doit voir un médecin en moyenne pour être tranquille? Non.
vous dites que c'est pour les gens qui n'ont pas forcément prendre des médicaments, qui trouvent que c'est un peu chiant, etc. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait des jeux, le mec il préfère faire ça plutôt que de jouer à Candy Crush, quelle est la valeur ajoutée vraiment pour vous? En fait, justement, on pourrait se demander, par exemple, pourquoi j'ai parlé du sport autant alors que ce n'était pas l'objectif premier de l'application, je veux dire. En fait, l'idée, c'est d'utiliser une porte d'entrée pour accéder au bon comportement. Là, qu'est-ce que j'ai fait sur, par exemple, mon taux de glycémie? Bah, ça s'est fait en plus. Une fois que j'ai sorti l'appareil, une fois que je l'avais en main pour une autre raison. La raison qui va faire que les gens ils vont pas faire autre chose, c'est qu'à la base, ça c'est du bonus. Enfin, c'est ce qu'ils croient que c'est du bonus. On a une application qui, à leurs yeux, va être une application de sport. Comme il y en a des tas sur le marché, sauf que celle-là, bah, ils l'ont peut-être choisie parce que eux, ils ont une maladie et ils ont vu, bon bah apparemment ça aide. Donc on va se servir de cette porte d'entrée-là. Et au fur et à mesure, ils vont peut-être pas s'en rendre compte, mais on va pouvoir faire ce que l'application est censée faire, à savoir leur donner le bon comportement. Pour ma compréhension, vous donnez deux exemples, le diabète et l'allergie. Ça veut dire que ça suppose, j'imagine, une application dédiée pour chacune des typologies de maladies. Est-ce qu'il y a une application générique qui peut après être adaptée en fonction de la pathologie? Complètement. En fait, c'est pensé comme une application, donc avec des mécaniques et on va dire standards pour pousser au bon comportement. Mais après, ça peut s'adapter à n'importe quelle maladie. On peut toujours en rajouter. L'application est conçue pas pour une maladie, mais pour toutes celles pour lesquelles on pourrait avoir une utilité. C'est pas une application pour une maladie, c'est fait pour aider les patients, pour être mis à jour, amélioré. Vous parlez un petit peu à un moment du médecin traitant ou du spécialiste, tout ça. Est-ce qu'il y a un envoi d'informations, entre guillemets, si on voit qu'à un moment on rentre sa glycémie et tout, est-ce qu'il y a un moyen de donner, entre guillemets, au médecin traitant, au spécialiste, pour que lui ait l'info, et que du coup l'info on l'ait rentrée parce qu'elle est nécessaire, mais du coup qu'elle serve à quelqu'un d'autre qu'au patient directement? Alors oui, c'est prévu. En fait, donc les informations, elles vont être stockées. Et quand on va aller voir son médecin, on va pouvoir lui donner un identifiant. Et grâce à cet identifiant, il va avoir accès à toutes les données de l'application. Donc il pourra voir, par exemple, pour le diabète, il pourra voir comment on a géré notre glycémie, à quel moment on l'a fait, ce genre de choses. Mais le patient va donner l'accès au médecin à l'application via lui-même, via un identifiant que l'application lui fournira. C'est pour faire évoluer, c'est pour faire évoluer le comportement ou j'ai pas trop compris entre l'exemple du rappel du comprimé pour l'allergie et puis pour le patient qui est diabétique, si j'ai bien compris, il fait le sport au bon moment avec la bonne dose d'insuline. C'est apprenant ou c'est simplement à titre de rappel En fait, l'idée, ça va être, on cible des gens qui ont du mal à suivre, qui ont déjà eu la base, le début. Le but, c'est pas de leur apprendre la base, ça c'est avec leur médecin au début de leur traitement. Et c'est pour tous ceux qui auraient une difficulté, c'est pour avoir une façon de les aider à surmonter cette difficulté, cet inconfort de la thérapie via du jeu, en fait, via ça. Mais on n'est pas en train d'essayer de leur apprendre vraiment, mais plutôt d'aider ceux qui ont du mal. Est-ce qu'il y a une dimension, ou est-ce qu'on peut l'imaginer, une dimension je ne le saurai jamais. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez
dès que tu commenceras à parler des problèmes de l'art. Service, on dispose d'outils qui font partie de la distraction pendant les soins, et notamment la tablette numérique, qui va permettre de distraire l'enfant, de détourner son attention des soins douloureux. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin avec cette tablette qu'un outil pendant le soin. Il m'est venu une idée, mais pour parler de cette idée, il faut que je vous présente Léa. Léa a 6 ans. C'est une jeune fille pleine de vie, qui fait de la danse, qui fait beaucoup d'activités avec ses parents. Mais ces derniers temps, Léa se sent très fatiguée. Ses parents la trouvent pâle et elle a des bleus qui apparaissent sur le corps sans vraiment s'être cognée avant, elle ne comprend pas. Du coup, ses parents l'emmènent voir leur médecin traitant qui constate tout ça et qui leur conseille d'aller se présenter à l'hôpital, aux urgences, pour faire une prise de sang et un bilan plus approfondi. Les parents de Léa commencent à s'inquiéter, Léa se pose des questions et puis la prise de sang est faite. Maintenant, on attend les résultats. Les résultats vont arriver et le médecin va annoncer une mauvaise nouvelle. Léa souffre d'une leucémie, une maladie grave du sang. À partir de ce moment-là, leur vie est bouleversée. Les parents ont plein de questions, ne comprennent pas tout. Léa prend peur, elle se demande ce qui va se passer, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est là que je me suis posé une question avec les outils qu'on a actuels. Est-ce qu'on pourrait repenser l'accompagnement de l'enfant tout au long des soins, mais à partir de la découverte, de l'annonce de la maladie, je l'espère, jusqu'au rétablissement complet de l'enfant. Et l'application à laquelle je pense, c'est Doui. Doui accompagnerait Léa tout au long de son cheminement au cours de la pathologie. Alors Léa pourrait créer un avatar qui lui ressemble, qui lui ressemble et qui lui ressemble. L'application permettrait un apport d'informations adapté à son âge et aussi des clés pour que les parents puissent expliquer à Léa quelle est sa maladie, qu'est-ce qui va lui arriver. Expliquer les soins, des mini-jeux à l'intérieur de l'application pourraient impliquer Léa dans ses soins. Elle pourrait par exemple faire un pansement de cathéter, je parle un peu technique mais ça peut parler à certaines personnes. Elle ferait le pansement de cathéter en jeu et ensuite elle verrait comment l'infirmier fait le même pansement de cathéter sur elle. Ça lève l'appréhension, ça lève une peur de l'inconnu. L'évolution de la pathologie, elle serait inscrite dans cette application et le suivi. Ça passerait par l'intermédiaire de notre tablette, la tablette de l'hôpital, mais aussi maintenant la plupart des ménages sont équipés de tablettes ou de téléphones portables. Ça serait faciliter l'accès à cette application autant à l'hôpital qu'à la maison. Doui va s'orienter sur 3 grands axes. L'éducation thérapeutique. J'entends par là le fait que Léa, on va lui apprendre quelle est sa maladie et l'impliquer à l'intérieur de sa maladie. La rendre acteur sur certaines parties de sa maladie. La réassurance, redonner confiance en Léa, enfin que Léa reprenne confiance en elle, que les parents se sentent accompagnés, pas juste à l'hôpital mais quelque chose, un lien à la maison. Et limiter les traumatismes, autant physiques que psychiques, que peuvent engendrer ce type de pathologie sur Léa. On a ici un exemple de ce que peut être l'utilisation de la tablette, alors en service de soins notamment, de la distraction, parce que cette tablette donnerait accès à Léa à des jeux en dehors de sa pathologie, enfin qui n'auraient aucun lien, juste du divertissement, parce que le soin peut être long. La tablette donnerait aussi des informations sur les soins à venir. L'imagerie, par exemple, si Léa doit passer une imagerie médicale, expliquerait en quoi consiste cette imagerie. Les chimiothérapies, l'application expliquerait les effets secondaires, comment les prévenir, comment vivre avec, les comprendre, pourquoi ils sont là, et tout le matériel qui serait utilisé par Léa. L'écran bleu n'a rien à voir avec ma présentation. Ça revient. Et il y a 4 avantages à mon application. Je parle tout de suite de l'efficience. Si un enfant est rassuré, calmé, on gagne en moyens, on a besoin de moins de moyens techniques, moins de moyens humains pour les soins. Et on peut évoquer la sérénité du patient.
l'application est ciblée sur l'enfant. Ça va être également pensé comme un outil, parce qu'au moment de l'annonce, le médecin explique aux parents, l'infirmière est là pour entendre ce qu'il dit, réexpliquer s'il y a besoin, mais à la maison, les parents peuvent manquer d'outils. Du coup, c'est destiné à l'enfant. L'enfant en âge de lire pourra lire ce qu'il y a dans l'application. Et un enfant plus jeune, il y aura une partie où le parent aura des clés pour expliquer à son enfant. J'ai pris en compte cet aspect-là des choses. C'est avant tout pour l'enfant, destiné à l'enfant. Les parents, des cahiers existent déjà où c'est très formellement inscrit, mais je n'ai pas, à ma connaissance, vu de documents où on donne des clés pour expliquer à l'enfant. Une partie de l'application sera aussi un portail vers des vidéos qui pourront rediriger vers des vidéos. Alors si je ne m'avance pas trop, les C'est pas sorcier sont libres de droit maintenant. Du coup, on pourra cataloguer, formater l'information qu'on peut donner aux parents, au lieu que les parents aillent sur Internet. Merci. Est-ce qu'on peut envisager de continuer à faire vivre Dewey une fois sorti de l'hôpital? Oui, Dewey, je l'envisage en peluche, en dessin colorié dans l'hôpital, à l'entrée du service d'hématologie et oncologie. Dewey, le mini-jeu par exemple, soin de cathéter, si l'enfant dans tous les cas, on va faire une récompense virtuelle, un petit badge, on a évoqué ça. Ce petit badge, on peut le retrouver dans la vraie vie. L'enfant va venir, avec des grosses guillemets, moins subir son soin qu'avant, je l'espère, et lui donner ce petit badge dans la vraie vie. Dewey, j'espère qu'il pourra accompagner l'enfant. Je peux imaginer ensuite qu'on prenne régulièrement des nouvelles, que Dewey, par messagerie, prenne des nouvelles de l'enfant, que les soignants aient des nouvelles par la suite. Une petite peluche Dewey, ouais. Dewey, je l'envisage en tant que personnage aussi, pas juste l'application. J'ai pas les compétences pour créer un personnage. J'imagine un monstre gentil. On imagine que ça peut interagir entre deux enfants atteints d'une pathologie similaire dans le service. Parce que les parents se rencontrent déjà dans le service. Mais effectivement, avec leur autorisation, les avatars pourraient se rencontrer virtuellement. J'ai pas conçu ça encore. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre. Informatiquement, j'ai des connaissances, mais pas des connaissances de base. Je ne sais pas ce qui peut être fait ensuite. Mais oui. Elle n'est pas forcément accessible parce qu'en fonction du niveau de la maladie, l'enfant ou le parent ne peut pas accéder à toutes les informations. Elles doivent être aussi régulées par l'équipe soignante. Oui, j'ai compris la question. En fait, il y aura un système d'administration le médecin ou alors l'infirmier en charge du patient aura des accès. Et toutes les informations seront dès le départ dans l'application, mais on va cloisonner l'accès. Par exemple, si je prends l'exemple de la leucémie peut être traité par les médicaments, ou alors on peut aller jusqu'à la greffe de moelle osseuse. L'information greffe sera inaccessible à l'enfant tant que ça n'aura pas été évoqué par le médecin. Pareil, chaque médicament, à la prescription d'un nouveau médicament, le médecin pourra débloquer dans l'application cet accès, cette fiche. Donc il y aura un système de cloisonnement qui est techniquement tout à fait possible. Je vais donc poser la question à des développeurs, c'est techniquement possible de le faire. Je sens qu'on va demander un webmaster au service de pédiatrie. Très bien, merci. Alors, je vais inviter la troisième équipe à monter sur scène. Bonjour, je vais vous raconter une histoire. Mardi dernier, j'allais chez le médecin pour avoir un certificat médical et j'arrive à l'heure de mon rendez-vous et la secrétaire m'annonce que le médecin a 1 heure de retard. Il a fallu que
que je prenne mon mal en patience, que j'attende pendant 1 heure dans une salle d'attente surchargée avec des malades. Et en plus, quand j'ai été enfin pris en charge par le médecin, il a fallu qu'on prenne 10 minutes, un quart d'heure à remplir mon dossier médical parce que c'était la première fois que je voyais ce médecin-là. Voilà, et ça m'a juste énervé et j'ai trouvé ça pas normal. Alors, nous, on a une solution pour vous. Cette solution, c'est Séverine. Donc Séverine, qu'est-ce que c'est? C'est une application équipée de différentes fonctionnalités. La première de ces fonctionnalités, ça va être une communication entre le patient et le médecin par SMS. Premièrement, le patient va recevoir une alerte la veille de son rendez-vous pour lui dire « Demain, tu as un rendez-vous ». C'est vrai que ça peut arriver qu'un patient oublie qu'il a un rendez-vous et ça doit être embêtant. Ensuite, le patient va pouvoir confirmer ou infirmer son rendez-vous. Grâce à ça, il va avoir accès au potentiel retard du médecin lors du jour de la visite. Et donc grâce à ça, il va pouvoir adapter son planning et donc venir le nombre de minutes plus tard et pas attendre bêtement dans la salle d'attente pour rien du tout. Et on va vous faire une petite démonstration technique. Bonjour. Techniquement, le médecin va avoir la liste de tous les patients qu'il va recevoir dans son cabinet. En vert, on va avoir les patients qui sont déjà dans la file d'attente. En jaune, ceux qui ont confirmé leur présence par un SMS. En rouge, ceux qui n'ont pas confirmé leur présence. Lorsque le médecin va prendre un patient, il va donc sélectionner le patient qu'il va prendre dans son cabinet, le valider. Donc la liste diminue puisqu'il en manque, il a un patient qui est déjà eu. Et lorsque on arrive à un patient qui a validé sa confirmation, sa venue au cabinet par SMS, il va recevoir un SMS qui lui confirme que le médecin l'attend bien et à telle heure. Ça, c'était la première fonctionnalité. Maintenant, parlons de la deuxième fonctionnalité. Ça va être la mise en place d'une borne à l'entrée de la salle d'attente. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette borne? Il va y avoir un formulaire. Dans ce formulaire, le patient va pouvoir remplir différents champs, comme nom, prénom, adresse, les potentielles pathologies, etc. Donc pour les nouveaux patients, ils devront remplir entièrement le formulaire et donc lier la carte vitale à ce formulaire. Et pour les patients qui sont déjà venus dans le cabinet, ils auront juste à rentrer leur carte vitale et tout se remplira automatiquement. Donc il y a de nombreux avantages à ce dispositif. Premièrement, ça va être de désengorger la salle d'attente. Le deuxième, ça va être d'avertir le docteur quand son patient est arrivé dans la salle d'attente, parce que quand il va remplir, il y aura une alerte. Ensuite, le médecin sera déchargé de tout ce qui est tâches administratives qui peuvent être redondantes et fatigantes. Et enfin, il y aura une bien meilleure communication entre le médecin et le patient qui se fera par SMS, qui informera les retards. Et j'insiste bien sur le fait que le patient n'aura accès au retard du médecin seulement s'il a confirmé son rendez-vous. Comme ça encourage les gens à confirmer par SMS s'ils seront bien là, et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, je vous remercie, la Team 7 vous remercie. En fait, il n'y a pas d'appli. C'est-à-dire qu'on ne veut pas surcharger les smartphones avec 150 applis. Vous avez une appli Carrefour, une appli Leclerc, une appli Gaumont, une appli... on ne va pas en plus rajouter une appli par médecin. Donc en fait, toute la communication se fait par SMS justement pour que les gens qui n'ont pas de smartphone peuvent quand même profiter de ce service. L'appli, elle est réellement sur la borne. Et en fait, c'est juste une communication entre la borne et le patient. Comment ça se passe pour les personnes âgées qui n'ont pas nécessairement de smartphone et qui ne regardent pas leur smartphone comme nous tout le temps? S'ils ont un téléphone, même un téléphone portable qui peut recevoir des SMS, ce qui quand même élargit le champ,
ils peuvent profiter du service. Sinon, ils font comme nous à l'heure actuelle, ils arrivent à l'heure et ils attendent. Mais ils seront le patient rouge. Le médecin viendra quand même le chercher. Oui, bien sûr. Le patient. Oui, bien sûr. Le patient rouge, c'est juste pour que le médecin dise ah ben vous n'avez pas pu me prévenir, vous n'avez pas reçu mon SMS, est-ce que j'ai bien vos coordonnées, est-ce que voilà. Absolument pas. Mais ça permet d'envoyer un rappel la veille pour que le patient qui a oublié dire ah mince j'ai oublié puis je me suis engagé à côté, je ne pourrais pas aller à mon rendez-vous, donc paf, je préviens et ça permet de conserver de bonnes relations entre le patient et le malade et de travailler en bonne intelligence. Est-ce qu'il est schizophrène? Le retard du médecin peut déclencher un SMS. Est-ce que c'est le médecin qui le déclenche? Oui, non, c'est quand le médecin reçoit son nouveau patient, l'application, il clique, il dit je fais rentrer ce patient-là. Et donc la borne est capable de voir après dans les rendez-vous qui suivent combien il y a de retard et donc prévenir, dire veuillez nous excuser, votre médecin aura 3 quarts d'heure de retard, etc. Et donc la borne envoie sur le téléphone du patient. Oui, tout à fait. C'est la borne qui sert de support pour remplir le questionnaire médical. Oui, c'est la borne qui sert de support pour remplir le questionnaire médical et qui envoie après au logiciel de gestion du cabinet. Vous ne craignez pas de rejouer la salle d'attente à l'attente de la borne? Parce qu'il est entre votre questionnaire, voyez, au lieu de faire l'attente dans la salle d'attente, on va faire l'attente à la borne. Non, parce que en fait, le questionnaire réellement concerne les patients qui se présentent pour la première fois. Et aussi, le but de l'application, c'est de faire venir les gens au bon moment et de pas en fait se retrouver avec plus de 2 personnes dans la salle d'attente, vu qu'ils sont annoncés du potentiel retard et tout ce qui peut avoir un rapport avec l'horaire du rendez-vous. Ils sont censés, à 6 heures de l'application, en tout cas, arriver à la bonne heure et pas être 50 sur la borne. Voilà. Combien coûte la borne? Combien le médecin doit-il investir pour l'acquérir? Faut affiner l'étude, mais je pense que pour 2500 €, on peut sortir une borne fonctionnelle avec, après, pour l'envoi de SMS, ça coûterait 2 € par mois. Qui fait l'installation? Qui installe l'appli, tout le fonctionnement? Qui s'en occupe de ça? Un futur repreneur du projet. C'est pas défini, mais c'est très ouvert. C'est si une start-up dit ouais, moi ça m'intéresse, allez. Merci. Mais non, c'est pas le même. Le fait qu'il y ait une code. Mais après, je crois. Bah, c'est nous. Et donc, je vous remercie. Les médicaments. Comme le médicament et scan. Le médicament et scan. C'est ça. Tu veux au moins silence, quoi. C'est cool. Bonjour, je vais vous raconter un truc de fou qui m'est arrivé l'autre jour. Je suis étudiant infirmier et puis je travaillais sur un TD comme ça en cours. Bon, j'avais des symptômes et puis il fallait que j'étudie un cas clinique, un cas concret d'un patient et que je détermine le diagnostic infirmier, la liste des soins que j'avais effectués. Puis vous imaginez que ces TD-là, ça fait longtemps qu'ils existent, c'est tout le temps les mêmes. Donc les corrigés, je les avais.
5 minutes, c'était fait. Et puis, très vite, je me suis ennuyé. Et comme j'étais sorti la veille, je me suis endormi. Je me suis endormi et j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à rêver que j'avais une tablette dans les mains. Une tablette, et que j'étais plongé au cœur d'une salle, d'une chambre d'un patient virtuelle. Et comme dans la réalité, je pouvais avoir accès, en cliquant sur les icônes, au dossier médical du patient, aux médicaments qu'il prend, toutes les informations qu'on a. J'ai les paramètres vitaux aussi. Je vois que la pulsation est un peu trop rapide. Je vais les regarder dans le dossier. Alors je clique sur l'icône, et puis là j'ai accès à l'électrocardiogramme. Alors, je regarde, j'analyse. Ouais, ça me paraît un petit peu anormal là. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi là-dessus. Je vais regarder le bilan sanguin. Ok, alors calcium c'est bon, glycémie aussi, troponine, je crois que c'est pas dans les normes là. Je crois qu'il y a un truc là-dessus. Alors je fais mon petit tour, je sélectionne les données qui me paraissent anormales. Sur le côté, je vérifie, ok, ouais, ça c'est bien ce que j'ai repéré. Et puis je passe à l'étape suivante. Et je vais directement sélectionner le diagnostic infirmier, les soins que je pense qu'il faudrait effectuer. Je valide. Et puis là, j'ai accès aux résultats de mon exercice. Bon, c'est quand même pas terrible. 50% de réussite. Je crois que j'ai oublié quelques trucs. J'aurais mieux fait de réviser hier et pas de sortir. Mais bon, c'est pas grave. Rien n'est perdu. Justement, je peux pouvoir approfondir directement mes connaissances en cliquant sur le lien en bas qui va me rediriger directement sur les cours qui sont en lien avec l'exercice, des vidéos préenregistrées. Et puis, j'irais bien quand même reprendre un peu l'anatomie du cœur là, parce que ça me faisait quand même penser à un infarctus, mais je ne me rappelle plus bien comment c'est. Alors, je prends mon livre, l'anatomie, et là, c'est là où le rêve devient vraiment cool. Je prends ma tablette, je passe au-dessus de mon livre, là c'est mon livre d'anat, et là, je vois l'organe en 3D directement. Je peux tourner autour, je peux même rentrer dedans. Et on peut éventuellement faire pareil avec le cerveau. Ah ouais. Ouais, si je reviens au cœur, c'est quand même ça qui m'intéressait. Ok. Bon, ça me parle pas trop quand même. Et là, je me dis, dans mon rêve, je vais cliquer dessus. Je clique. Voilà. Et là, truc de fou. Le cœur imprimé en 3D. L'organe, j'ai directement l'organe que j'avais, qui était virtuel, et maintenant je vais pouvoir toucher. Et je peux même l'ouvrir pour voir un peu à l'intérieur comment c'est. Et ça s'est fait là, comme ça. C'est super. Et là, je me réveille et je me dis que finalement, ce rêve, il était assez réel quand même. Merci. L'idée, c'est que les imprimantes 3D, ça coûte de moins en moins cher. Là, éventuellement, le prix d'une application comme ça pourrait comprendre une option impression 3D, même pour 300, 400 € pour les moins chers. Je pense que c'est en train de se démocratiser, donc on pourrait très bien imaginer, en achetant le pack pédagogique logiciel, on pourrait avoir en option l'imprimante 3D et imprimer des parties, les parties qu'on souhaite vraiment avoir dans les mains, toucher, pouvoir montrer aux élèves.
donc le formateur alimente la tablette pour faire des cas concrets plus animés, qui évite que vous endormiez d'ailleurs. Est-ce que ça peut être après relié à, on pourrait imaginer que c'est relié après avec sur des mannequins haute qualité et qu'on puisse faire des activités pédagogiques, un type de simulation à partir du cas concret que vous auriez travaillé. Ouais, justement, alors les mannequins c'est un peu plus cher, mais justement, ce qui est bien, c'est qu'il y a des. Alors, sur tablette, là, ce qu'on a fait, c'est de la réalité augmentée. Donc là, on a quand même le livre qui est concret, et on arrive à superposer l'image par-dessus. On pourrait imaginer que ce soit exactement la même chose avec le mannequin. On passe le livre, ou alors le mieux, ce serait même avec un casque de réalité augmentée, et d'avoir des informations en plus sur le mannequin qui ne comporte pas grand-chose, et d'avoir des modèles 3D, des informations cliquables dessus qui s'ajoutent au mannequin pour compléter les informations. Ça, c'est à peu près ce qu'on a fait avec le livre. C'est les mêmes choses. Est-ce qu'on pourrait également imaginer de disséquer un cœur, un cerveau? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin en réalité augmentée? De voir le cœur coupé en deux? Le fer. Ah, le fer. Ouais, déjà, ça existe déjà dans les facs de médecine, mais nous on est infirmiers, on ne dissèque pas. Donc en fait, la question est pour les facs de médecine, ça existe. Ouais, l'université de Paris. Donc c'est pas. Et donc cette application, effectivement, est à destination des infirmiers, uniquement des infirmiers ou d'autres professionnels entre les deux? Non, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, on change les modes un peu de formation. Et donc, effectivement, premièrement, les étudiants infirmiers. Et puis aussi, on parlait de la formation continue des infirmières à l'hôpital. Elles sont amenées à changer de service assez régulièrement et donc à utiliser leurs connaissances et leurs formations. Donc, ça pourrait être utilisé en formation continue. Aussi, l'école du Havre, on est en partenariat avec l'ENSM, l'école de marine marchande, pour les former. Et donc, du coup, Simon. Et donc, faire ça aussi en simulation avec les étudiants en marine marchande. Donc ça serait intéressant. Et pour les infirmières aussi à domicile, on en parlait, les infirmières à domicile, elles n'ont pas de temps pour se former. Il leur faut des subventions, trouver surtout des remplaçants à chaque fois qu'elles ont du mal à trouver. Donc ça pourrait être facilitant pour actualiser leur formation et puis leurs connaissances aussi. J'imagine que ça doit être un outil qui peut être utilisé à distance. On imagine je pense à des sportifs de niveau qui sont, je pense au Tour du Monde en ce moment, à la voile, en mer, c'est-à-dire pouvoir à la fois être informatif et éducatif à distance. Oui, en fait, ça existe déjà pour la plateforme là, en anglais au niveau des études infirmières. En fait, ils peuvent se connecter chez eux, ils ont un identifiant, ils ont un volume horaire obligatoire de connexion. Et en fait, ce volume et ces résultats sont renvoyés aux formateurs, ce qui pourrait aussi montrer aux formateurs les élèves qui sont un peu plus en difficulté et sur quel sujet spécifique pour qu'on puisse reprendre avec eux les éléments pédagogiques qui leur manquent pour aider à mieux les comprendre. Mieux comprendre le cas. Puis en fait, je pensais aussi, par exemple, au sein d'un même groupe, à mettre des cas en mode aléatoire. C'est-à-dire que dans le même groupe, personne n'a le même sujet. Et par contre, même avec une situation d'infarctus du myocarde, il peut y avoir plein de symptômes différents entre un patient diabétique, entre une femme et puis un homme. Ça ne sera pas la même sémiologie au niveau des signes au niveau de l'infarctus. En attendant que l'équipe reprenne ses affaires, je vais juste vous montrer le trophée du futur lauréat qui a été, si on parlait d'imprimante 3D, imprimé par une imprimante 3D qui était dans la cafétéria. Voilà, donc ce sera le prix, enfin le trophée. Bonjour, merci à tous d'être venus. On s'est tous déjà retrouvés un soir
on commence à avoir mal à la tête, mal au ventre, un peu de fièvre, on a le nez qui coule. Et le premier réflexe, ça va pas être d'aller chez le médecin, ça va être d'aller dans sa salle de bain. On va sortir le gros panier avec toutes les boîtes de médicaments. Et on va prendre le premier qui nous vient un peu, qui nous plaît. Et puis on va aller mieux. Et c'est un geste qui paraît innocent. Et pourtant, ça tue presque 8000 personnes par an. Le coupable, c'est cette petite feuille que personne ne lit. 8000 morts par an. Pour donner un contexte un peu, c'est 2 fois plus que les accidents de la route. C'est aussi entre 150 et 200 000 hospitalisations par an. C'est un coût humain, c'est un coût monétaire qui est très important. Et ce qu'on a voulu réaliser aujourd'hui, c'était un peu le Mediscan, donc l'application en ligne. C'est un peu la ceinture de sécurité de l'automédication. Donc très simplement, c'est un outil qui est disponible en ligne. Je vais faire une petite démo. Donc tout simplement avec l'appli mobile, on va pouvoir venir scanner la boîte du médicament. Donc l'application, chaque personne a un profil qui lui est propre. Voilà. Donc le médicament, le code barre va être scanné et on va avoir une fiche détaillée, simplifiée du médicament qui va nous rappeler donc, des alertes personnalisées en fonction de son profil. Donc par exemple, si je suis une femme enceinte, on va montrer que c'est déconseillé. Donc avec des symboles très visuels, très faciles à comprendre. On va avoir une posologie qui est simplifiée, parce que souvent c'est des termes un peu techniques qui sont durs à comprendre. On va avoir en dessous une liste des allergies pour les personnes qui peuvent être allergiques. Et on aura des liens vers la fiche plus détaillée du médicament. Donc ça, c'est un outil qui sera disponible très bientôt. On a validé toutes les étapes techniques qui permettent la réalisation. On n'a pas eu le temps de le faire ce week-end, mais il y a déjà la démo disponible, ce que je vous ai montré, c'est disponible en ligne. Et on s'est rendu compte ce week-end en parlant avec différents intervenants. Donc ça répond tout de suite à un besoin pour tout le monde, pour nous tous, d'avoir un outil pour sécuriser la prise de médicaments. Mais il y avait aussi, ça peut être le cas par exemple des gens qui vont... le problème pour certains personnels soignants qui suivent un patient régulièrement, c'est qu'il va y avoir des trous dans la prise de médicaments. Par exemple, la personne qui va aller chez le pharmacien et qui va demander une petite boîte de Doliprane en plus, ça sera absent de la feuille du dossier de santé. Et ça, c'est apparemment un besoin qui est très important à l'heure actuelle, c'est d'avoir un suivi vraiment complet le plus possible. Ce qu'on a imaginé aussi, c'est dans le futur, pourquoi pas à chaque médicament scanné, poser des questions pertinentes. Par exemple, un médicament qui va contenir de la pénicilline, on pourra juste avant d'afficher la fiche, demander au patient, à la personne qui l'utilise, est-ce qu'elle est allergique à la pénicilline, et on fera remonter cette information-là de manière vraiment importante. On peut aussi scanner on détecte la date de péremption, donc on peut alerter tout de suite si le médicament est périmé et le ramener chez le pharmacien. Et on pourra construire aussi au fur et à mesure un profil vraiment détaillé du patient. On pourrait imaginer aussi une ordonnance qui va contenir un code comme sur les boîtes et qui permettra de scanner directement toute l'ordonnance. Comme ça, on aura des fiches pré-remplies de chaque médicament et pourquoi pas détecter des incompatibilités médicamenteuses entre des médicaments, parce que ça peut arriver qu'un médecin fasse une erreur, il est fatigué le soir. Donc voilà, c'est Mediscan. On a accès à toute la pharmacopée qui est publique actuellement en vente. C'est à peu près 20 000 médicaments, donc il ne nous reste plus qu'à faire un petit travail de création, mais c'est déjà disponible. Voilà. Merci. Est-ce que les joueurs a des questions? Est-ce qu'on peut envisager une alerte
d'alerte de type ce médicament ne doit être pris que sur ordonnance ou n'est délivré que sur Oui, ordonnance. c'est vrai qu'on ne l'a pas mis là dans les écrans, mais c'est ce qu'on a imaginé. Donc, soit pour les personnes qui vont prendre une boîte au hasard parce que ça fait 6 mois ou 1 an qu'elle a eu ce médicament-là, donc pour rappeler que c'est sur une ordonnance et qu'il faut le faire avec l'avis d'un médecin, ou sinon même pour une personne qui sort de la pharmacie justement avec son ordonnance, pour avoir quand même l'utilité de la fiche, de dire comment ça se prend, dans quelles conditions, s'il n'y a pas des choses à faire attention, par exemple de ne pas s'exposer au soleil, ce genre de choses. Je voudrais rajouter aussi l'idée de l'accompagnement de l'ordonnance. En fait, donc en sortie de pharmacie, il scanne son ordonnance et ça permet de voir la durée du traitement, la fin du traitement. Un rappel, ramener vos médicaments non utilisés à la pharmacie. Ça sert à rien de les garder, c'est sur ordonnance, on n'a pas à les prendre comme ça. Donc c'est aussi un but éducatif, pédagogique. Et pas du tout de substitution aux pharmaciens ou aux médecins. On a appris aussi ce week-end qu'il y a beaucoup de médicaments sur ordonnance, notamment des anticancéreux qui se prennent de manière orale, où nous on imaginait qu'il y avait un gros suivi des corps soignants autour, et en fait pas du tout, la personne prend ces traitements-là de la même manière que nous on peut prendre du Doliprane, donc il y a quand même un besoin d'encadrer et de guider justement cette prise du médicament. C'est à l'usage de qui uniquement du patient à domicile? C'est lui qui remplit c'est ça, alors son profil sous la forme actuelle, c'est pour le patient comme vous et moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer des applications justement pour que le pharmacien, le médecin traitant ou l'infirmier qui vient faire des soins à domicile ait un historique justement des traitements. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, parfois dans le dossier médical, il y a des trous, des choses qui manquent. Et c'est justement venir compléter le dossier médical avec ces petites informations-là. Merci. Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci pour leur regard. Merci pour tout, c'était chouette. Alors, je vais vous présenter un projet qui s'appelle 500 ans, 500 traces. Et on s'est mis un objectif en plus de résoudre les défis sur la santé. L'objectif, c'était de faire un projet informatique, numérique, collaboratif, qui était viable en ligne. Vous pouvez voir, il est et utilisable au bout de 48 heures. Donc, on a fini notre travail. Alors, 500 ans, 500 traces, c'est pour favoriser les Havrais et les inviter à faire du sport, puisqu'en fait, lorsqu'on a défini les défis il y a 15 jours, il y a un docteur Saladin qui était parmi nous dans le groupe, et qui a dit qu'un des vecteurs principaux de santé publique, de santé commune, et c'est ce pourquoi on est tous responsables de notre santé, c'est un des vecteurs pour améliorer cette santé-là, c'est le sport. Alors, on n'a pas forcément tous le même niveau sportif, on n'a pas forcément tous envie de faire du sport. Qui est-ce qui dans la salle fait du sport toutes les semaines, jogging, ce genre de choses? Pas mal, ouais, ok, un peu, ça va. Ça va. Qui est-ce qui fait du running ou du vélo ou... Running? Fred, je sais. Voilà, bon, vous êtes les prochains participants, mais aussi un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire du sport en marchant, on peut faire juste du vélo pour faire quelques kilomètres, et déjà c'est pas mal. Donc l'idée, et ça on l'a fait hier après-midi, c'est de former des chiffres 500 dans la ville grâce au quadrillage de la ville. Et donc de redécouvrir aussi notre architecture, notre paysage, et bien s'amuser. Donc c'est très simple, vous embarquez un petit GPS ou une petite montre GPS avec vous, et en fait ça va faire une trace. Voilà, donc là on s'est baladé à travers la ville. Voilà, on commence, là c'est le top départ, on est dans le début du 5. Donc on peut aussi le faire à pied, oui, il n'y a pas de problème, c'est accessible à tout le monde. Non, les motos ça compte pas par contre, il n'y a pas le droit. Donc voilà, on s'est bien marré, mais d'ailleurs ils sont partis en fait les gars faire une trace
sont encore à la bourre, ça c'est sûr. Ah non, ils sont là. Ah non, bah ouais. Ah cool. Bon alors, vous avez fait quoi comme trajet? Du coup, là, on vient de faire on est un peu essoufflé parce qu'on vient de faire la trace. Alors, j'ai mon petit GPS. C'est assez nouveau, c'est dans une clé USB. Et on va remplir la carte collaborative. Donc tout est en ligne. Hein. Vous pouvez vous-même le faire déjà en partant ce soir, en rentrant chez vous. Donc si vous ne savez pas comment faire, il y a des petites images qui expliquent avec un tutoriel. Là, c'est en 6 étapes. Moi, du coup, je sais comment faire. Donc, en fait, on est dans la carte qui est incluse dans le site. Il y a un petit crayon pour faire l'édition et un petit bouton qui permet d'importer les données. Donc, je sélectionne mon fichier qui est sur ma clé qui s'appelle trace. Ensuite, je l'importe. Et tout de suite, j'ai mon 500 qui apparaît sur la carte qu'on vient de faire. Et donc, il s'ajoute aux 500 qui sont déjà existants sur la carte. Alors, comment est-ce qu'on va inviter les Havrais à faire ce petit défi de ville? Puisque l'objectif, c'est d'avoir 500 traces pour les 500 ans qui seront l'année prochaine, tout le monde est au courant. Donc, on a élaboré des groupes Facebook, des petits réseaux sociaux, et en fait, on va inviter aussi toute la communauté running et qui fait aussi du vélo, etc. Et vous pouvez aussi le faire en famille. Donc, à vous maintenant de jouer. Et on a pris l'air, il faisait super beau, c'était très chouette. Merci. Je laisse la parole au jury. Oui, moi j'aimerais bien savoir que vous précisiez si on peut être plusieurs à réaliser cette boucle. Oui, bien sûr. En fait, autour d'un même objectif, on peut être plusieurs. Donc là, en fait, c'est une carte collaborative. Chacun vient mettre, donc tous les Havrais peuvent participer. Après, nous, on n'avait qu'un seul GPS, donc on n'a qu'une seule trace. Mais c'est en fonction du nombre de traces que vous avez. Mais c'est une personne, un GPS. C'est comme vous voulez, ça dépend de votre équipement. Ça dépend de ton... Imaginons que c'est pas vrai. Imaginons que je suis pas vrai, moi. Ça m'intéresse pas votre truc. Ça vous intéresse pas? Bon, alors déjà, vous allez forcément venir l'année prochaine pour les 500 ans. Et en fait, si vous n'êtes pas à Havrais, vous ne faites pas partie de la santé publique havraise, mais si vous êtes dans une autre ville, alors vous êtes responsable vis-à-vis des autres citoyens quand même. Donc vous pouvez faire des traces ailleurs. Ce que je veux dire, bien sûr, vous l'avez compris, c'est-à-dire que là, vous avez un public cible qui est le Havrais qui a besoin, ou qui fait, ou qui a envie, ou qui va se mettre à faire du sport. Et que, par définition, votre public cible est très ciblé. Oui, c'est très ciblé. Après, ça dépend. Enfin, si vous, la communauté running, elle est quand même assez large et c'est assez. De toute façon, on ne vérifie pas la carte d'identité de ceux qui déposent des traces. D'accord, même si on n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe quand les 500 traces sont déposées? C'est comme les 500 idées, on est obligé de recommencer. Et si les 500 personnes font les 500 mêmes traces, comment ça apparaît sur votre carte? Ça fait une grosse trace même. Ouais. C'est la question. Je voulais voir si techniquement vous aviez joué le truc. Non, mais en fait, tu sais très bien comment c'est. Tu peux pas passer exactement sur le même trottoir. C'est hyper précis les traces. Hein. C'est l'informaticienne qui te répond. Bon, bah, à vous de jouer maintenant. Très bien, merci. Très bien. C'était la dernière équipe. Donc je vais inviter toutes les équipes à rejoindre leur salle et à la ranger. S'il vous plaît. Toutes les personnes qui ne sont pas membres du jury, je les invite aussi à rejoindre le cafétéria. Et d'ailleurs, en attendant, dans le cafétéria, il y aura ce carton. Vous
vous allez pouvoir déposer des dons pour le Téléthon. Voilà. Donc je vous invite à le faire. Donc j'invite vraiment tout le monde à sortir, à ne laisser que le jury présent dans la salle.